Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être là pour cette seconde journée des 8e rencontres Sciences et Humanisme consacrées à la thématique Plus belle la vie. C'est toujours un bonheur renouvelé de vous voir chaque année, aussi nombreux et toujours malgré le soleil. Je suis toujours épaté de voir que vous abandonnez vos plages, vos activités personnelles pour venir ici. Écoutez nos intervenants, c'est toujours un étonnement et un étonnement plein de bonheur pour moi, croyez-le. Donc ce soir, nous abordons donc cette deuxième journée consacrée à la philosophie et aux sciences dures en soirée. Donc pour ce qui est de la réflexion philosophique autour de cette thématique Plus belle la vie, j'ai invité Jean-Michel Beignet, philosophe que je vous présenterai avec Léa Matteaccioli. Et c'est un vrai bonheur de recevoir Jean-Michel Beignet en 2014, puisqu'il était déjà là en 2009 pour l'exigence éthique, avec un panel d'autres personnalités, dont il y avait un de mes maîtres, Didier Sicard, qui est président du comité d'éthique national à l'époque nommé par Chirac. Il y avait Jean-Claude Amezen, qui était président du comité d'éthique de l'INSERM, qui maintenant a pris la place en quelque sorte de Didier Sicard. Il y avait Michel Serres, il y avait Corinne Pelluchon, et puis Jean-Michel Beignet. Je me rappelle d'une table ronde qui avait été organisée ce samedi soir, où notre ami Michel Serres, à qui on posait quelques questions très pertinente, parce qu'il fallait quand même se décarcasser pour lui poser des questions pertinentes. Cette éminence nous avait répondu « Pépé ne sait pas tout ». C'était effroyablement inquiétant pour un modérateur comme moi, absolument pas averti à ce genre de situation. Mais ce soir, je sais que ça va se passer en toute amitié et toute simplicité, parce que Jean-Michel Beignet est un homme absolument adorable, passionnant, intéressant. Et je vous propose donc de le remercier tout de suite, ainsi que Léa. Alors tu te mets au milieu. Voilà, alors je vais prendre cette machine. Hein, tu m'autorises à prendre cette machine? Oui? Oui, mais alors comment on fait? Glisser, voilà. Très bien, donc je me suis pris des notes parce que c'est tellement dense comme cursus que j'ai essayé de faire l'effort de tout retenir oralement pour reproduire oralement et faire le beau en quelque sorte, en disant je sais tout sur lui, je sais tout par cœur, mais non, il y a trop de choses, vraiment il y a trop de choses. Donc voilà, Jean-Michel Beignet, sachez-le, est agrégé de philosophie, il est docteur en sciences politiques. Je tourne le dos à certaines personnes, pardon, je vais me mettre comme ça. Il est professeur de philosophie à l'université de Paris 4, Sorbonne. Si je me trompe, tu m'arrêtes, hein, parce qu'il peut y avoir des choses qui ne sont plus d'actualité. Depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis 1989, Jean-Michel Beignet appartient au Centre de recherche en épistémologie appliquée, le CREA, laboratoire du CNRS et de l'École polytechnique axé sur les sciences cognitives. Il est actuellement membre du comité scientifique de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette. C'est un peu périmé tout ça. Attends, Cyril, je pense que nous n'avons pas de son sur le... Non, si, bon, ça marche. C'est un peu périmé, oui, ça? oui. Ça commence. Oui. Non, mais bon. Bon.
Ben, c'est loupé. Mais le temps n'existe pas, hein, tu sais bien. Très donc bien. c'est pas grave. Il est membre du comité d'experts scientifiques de l'ANVI, Association nationale pour la valorisation interdisciplinaire de la recherche en sciences de l'homme et de la société auprès des entreprises, c'est toujours bon. Du COMEPRA, alors le COMEPRA, c'est le comité d'éthique et de précaution de l'Institut national de la recherche agronomique, c'est ça, de l'INRA, et du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie. Et enfin, quand on dit enfin avec Jean-Michel Beignet, c'est jamais vraiment la fin. Il est rédacteur en chef adjoint de la revue Hermès, Hermès qui est dirigée par Dominique Volton, et enfin chroniqueur au magazine Science et Avenir hors série. C'est toujours d'actualité ? Non, c'est plus. Non, ça ne l'est plus. Il n'y a pas longtemps, Quand même. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. Je citerai les tout derniers, les deux derniers. Demain, les post-humains. Le futur a-t-il encore besoin de nous ? Ça, c'était un ouvrage qui est paru, si mes souvenirs sont bons, en 2008, non ? 2009. 2009 ? Oui. Et le tout dernier, L'homme simplifié, de l'homme augmenté à l'homme simplifié, le syndrome de la touche étoile, paru chez Fayard en 2010. 2000. Ou 2012. 2012, pardon. 2012. Oui, absolument. Voilà. Donc voilà un petit peu un portrait rapidement dressé de notre philosophe. Et je vais laisser le soin à Léa de vous parler de sa conférence, de son intervention. Bonsoir. Merci, Monsieur Beignet, pour votre présence ce soir. Jean-Michel, merci. Alors, en m'intéressant un petit peu à votre travail, Dieu merci, Jean-Noël n'en a pas parlé, vous avez également été reçu à la Direction générale de l'armement pour parler de l'éthique des robots. Et fort de cette expérience en France, c'est la Corée du Sud qui aurait fait appel à vous, parce que la Corée du Sud, comme le Japon, se sert de robots dans les écoles, les prisons et auprès des personnes âgées. Alors la question qui me brûle les lèvres est celle de savoir quels sont ces robots, à quoi est-ce qu'ils ressemblent, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs fonctionnalités. Mais je vais réserver ces questions à Monsieur Bailly, qui nous en parlera demain. Et la question que je vous pose à vous, qui est tout aussi passionnante, elle est de savoir comment est-ce que vous avez répondu à la demande de la Corée du Sud qui avait besoin que l'on établisse une charte éthique pour encadrer ces robots. Est-ce qu'il faut que cette charte soit également compréhensible aux robots ? Et comment faisons-nous pour qu'elle soit universelle ? Oui, alors je rectifie quand même. La Corée du Sud ne m'a jamais rien demandé. Hein. Il est vrai que la DGA, donc la Direction générale des armements, lorsque j'ai publié mon livre Demain les post-humains, m'a fait la surprise de me demander de venir réfléchir sur l'éthique des robots. J'ai cru d'abord que c'était un canular, hein, et je me suis rendu compte que l'armée française s'interrogeait beaucoup sur le comportement des robots, des robots démineurs. En l'occurrence, à l'époque, c'était surtout les robots démineurs, et se demandait dans quelle mesure on pouvait installer des programmes qui permettrait à ces robots de faire la différence entre le bien et le mal. Le bien et le mal. Hein, le bien étant la plupart du temps l'ami et le mal l'ennemi. Hein, comment faire en sorte que les robots sachent discriminer. Hein, et ma réflexion philosophique a été d'abord de me dire que dans ce milieu-là, de la Direction générale des armements, on ne s'embarrassait pas beaucoup avec la profondeur sémantique des mots, et la morale pouvait simplement consister à discriminer le bien, le mal, le vrai, le faux, etc. Donc c'est quand même rudimentaire. Alors comment est-ce que j'en suis venu à m'intéresser, à me laisser interpeller par la DGA sur cette question précise ? Il se trouve que depuis des années, je travaillais
avant d'être à la Sorbonne, j'étais à l'Université de technologie de Compiègne et je travaillais beaucoup en sciences cognitives. Et les sciences cognitives, pour le dire rapidement, ce sont toutes ces disciplines qui essaient de répondre à la question qu'est-ce que c'est qu'être intelligent. Et à partir de là, on se pose la question, est-ce que l'intelligence est réservée aux humains? Des machines peuvent-elles être intelligentes? Les animaux sont-ils intelligents? Peut-on simuler des comportements intelligents, etc. Et de proche en proche, donc en évoluant dans ces disciplines qu'on appelle les sciences cognitives, eh bien, j'en suis venu évidemment à travailler un peu en intelligence artificielle et ensuite à m'interroger sur les représentations mentales que produisent chez nous ces technologies qui sont quand même de plus en plus déconcertantes. Est-ce que vous jugez que c'est à vous, en tant que philosophe, en tant que chercheur en sciences cognitives, de mettre une barrière à la science, de dire à un moment non, les représentations mentales des gens dont vous parlez sont dangereuses ou les déstabilisent? Vous avez parlé du fait que l'homme était maintenant capable de mettre en place des robots qui ressemblaient fortement aux hommes, trop fortement. Et on a dit non, ça ressemble trop à l'homme, il faut trop de temps à un homme en face de cette machine pour se rendre compte qu'elle est en face d'une machine. La première question que vous me posez, c'est de savoir si un philosophe doit être normatif, s'il doit poser des normes, dire on ne va pas... Je dirais oui, c'est vrai que nous nous intéressons aux valeurs et aux finalités. Donc j'appartiens à cette catégorie de gens qui voudraient bien que les technologies soient pensées en fonction de leur finalité, qu'il y ait du sens dans ce que nous produisons. Et de ce point de vue-là, on peut être amené à suggérer des limites. On n'a pas le pouvoir, évidemment, d'imposer quoi que ce soit aux méga-machines économiques qui, aujourd'hui, produisent tous les objets que nous avons. Mais essayer de sensibiliser un petit peu les concepteurs des machines et ceux qui détiennent les capitaux pour en promouvoir la réalisation, essayer de sensibiliser à la question du sens. Est-ce que c'est pas un vœu pieux? Est-ce que c'est un vœu pieux? Si je le pensais, je ne me serais pas décarcassé dans un certain nombre de comités d'éthique. Tu as cité le comité d'éthique de l'INRA auquel oui. j'ai appartenu. J'ai appartenu aussi au comité d'éthique du CNRS. C'était un peu plus encore extensif. Et je crois, tu as évoqué Didier Sicard et Jean-Claude Amessen qui ont dirigé le comité national d'éthique. On essaie quand même de faire passer un certain nombre de messages aux politiques et la preuve en est que il y a quand même un certain nombre de dispositions qui sont prises et qui limitent certaines réalisations. Alors on peut discuter, on peut dire c'est mauvais d'interdire la manipulation des cellules souches embryonnaires, mais quand même c'est à la suite d'un certain nombre de comités d'éthique, de verdicts de comités d'éthique, qu'on en est venu à proscrire, ajourner, imposer des moratoires à certaines recherches. Alors, vœu pieux, non, pas tout à fait, puisqu'on arrive quand même à avoir une certaine écoute. Et je considère, et là j'en parlerai sans doute tout à l'heure, que l'évolution aujourd'hui est très largement en faveur d'une prise de conscience d'un certain nombre d'impasses dans lesquelles nous trouvons. C'est rassurant, ça. Je vois quand même des mouvements se développer, des mouvements d'opinion qui ne sont pas toujours fréquentables. Il y en a certains qui ne le sont pas. J'en parlerai peut-être aussi, mais quand même, il suffit de regarder dans les médias, il suffit de regarder la vulgarisation scientifique, on voit bien qu'on pose de plus en plus la question de la finalité des objets que nous multiplions. Et le sacro-saint principe de l'innovation à tout prix trouve de plus en plus aujourd'hui des gens pour questionner l'innovation, mais pourquoi donc on subordonne la prospérité économique à l'innovation, mais il y a de plus en plus de gens qui se posent la question de savoir si l'innovation en soi n'est pas une aberration. Très bien. Oui, c'est avec tout ce vocabulaire
religieux que vous avez employé, je me pose tout simplement la question, avec cette aspiration à toujours plus de progrès, à toujours moins de vulnérabilité, on cherche sans cesse à s'améliorer, l'homme ne chercherait-il pas à ressembler à Dieu, à s'en approcher ? Oui, bah ça, c'est la dimension prométhéenne, comme on dit, de nos sciences et de nos techniques. Elle est toujours très vive. Cela étant, c'est vrai que certains développements aujourd'hui nous donnent à penser qu'on n'est plus dans la mythologie prométhéenne, mais il y a une ambition à fabriquer ce qui relevait jusqu'à présent de la divinité. Et c'est vrai que là aussi, j'en parlerai en parlant des mouvements transhumanistes, mais il y a une épaisseur théologique derrière un certain nombre d'ambitions technoscientifiques. Bon, ben on va te laisser œuvrer. Merci. De l'homme augmenté à l'homme simplifié. Mais pour reprendre ta toute dernière remarque, si nous cherchons à ressembler un jour à l'homme puissant, enfin à la divinité absolue, ça ne va pas tout à fait dans le sens de la simplification et de l'homme simplifié, tout ça. Bon, c'est sûr, et ça pose un problème. Il y a une contradiction, oui. D'accord. Très bien. Je vous demanderai d'avoir la gentillesse d'éteindre vos portables et bonne soirée à tous, à tout à l'heure. Merci beaucoup. J'en profite pour commencer par remercier effectivement Jean-Noël, Isabelle, François, Marie-Jeanne pour leur invitation et pour la confiance qu'ils me renouvellent. Et je suis vraiment très heureux d'être sous votre ciel pour parler de choses qui se préoccupent peut-être assez rarement du ciel, enfin en tout cas sous la forme où je l'apprécie ce soir. Je vais parler, moi je vais répondre à la question, plus belle la vie, enfin en tout cas je vais affronter cette question, plus belle la vie, avec son point d'interrogation. Je vais parler de ceux pour qui plus belle la vie est un programme dont on nous dit qu'il sera bientôt réalisé. Les mêmes, ceux qui disent « Plus belle la vie » est un programme qui sera bientôt réalisé, s'attirent pourtant souvent la critique et les foudres des autres qui leur reprochent de vouloir nous pourrir la vie. Donc, il y a le camp de ceux qui disent « Plus belle la vie, c'est pour demain » et le camp de ceux qui disent au premier « Vous êtes en train de nous pourrir la vie ». Autrement dit, je vais parler des ingénieurs du futur, des constructeurs de robots, des chercheurs en biotechnologie ou en neurosciences. Je vais parler de ceux qu'on appelle aussi les technoprophètes et demander si on peut vraiment compter sur eux, sur les sciences, sur les techniques, sur les technosciences pour nous rendre la vie belle et l'avenir désirable. Donc je m'efforcerai de rester dans la thématique de cette session de sciences et humanisme. J'ai parlé de technoprophètes, vous verrez de quoi il s'agit, mais les technoprophètes, c'est en gros ceux qui considèrent qu'ils peuvent émettre un certain nombre de prophéties sur la base des découvertes scientifiques et des innovations techniques dont ils sont détenteurs. Alors, l'idée de s'en remettre à la science et à la technique pour réaliser le meilleur, pour réaliser un avenir désirable, cette idée-là, elle n'est évidemment pas neuve. L'esprit de la modernité, et nous sommes, vous et moi, enfants de la modernité, nous sommes issus des ambitions prométhéennes qui ont surgi pleinement au XVIIe siècle, eh bien, l'esprit de la modernité associe traditionnellement le progrès technique avec l'amélioration du bien vivre. C'est pour nous, c'est presque une évidence, mais parce que nous sommes des modernes, d'autres que nous, d'autres sociétés ne diraient peut-être pas la chose de cette manière, mais pour nous, modernes, le progrès technique est spontanément associé, enfin a été longtemps spontanément associé à l'amélioration du bien vivre. Vous voyez le message des encyclopédistes au XVIIIe siècle. Si vous avez ouvert l'encyclopédie d'Alembert et Diderot, vous avez évidemment vu que
ça ressemble presque au catalogue des armureries de Saint-Étienne. Hein. Il y a quantité de plans de machines et on fait l'éloge de ces réalisations techniques. Hein. Et Condorcet, au lendemain de la Révolution française, écrivait un ouvrage pour dire en gros que nous avons fait la Révolution grâce à Descartes, hein, bizarrement, et nous avons fait la Révolution qui va se réaliser pleinement grâce aux sciences et aux techniques, parce que c'est grâce à elles que la vie sera belle, décidément belle. Bon, bien sûr, cette ambition, cette croyance, elle a fait long feu. Hein, le XXe siècle et singulièrement la Première Guerre mondiale nous ont désabusés. On s'est rendu compte alors que les progrès scientifiques et techniques n'équivalaient pas nécessairement au progrès moral. Hein, c'est l'époque où on a découvert que la science, ça pouvait servir aussi à faire la guerre. Hein, et ça s'est répété à plusieurs reprises. Donc, le progrès technique et scientifique n'est pas nécessairement le progrès moral, et même les sciences et les techniques pourraient bien engendrer le contraire de ce qu'elles promettaient, à savoir un sentiment d'insécurité, un sentiment de peur, donc le contraire du bien-vivre individuel et collectif. Donc, au XXe siècle, on a eu ce sentiment, certains ont eu ce sentiment que la science et la technique pouvaient engendrer, au contraire, le pire. Pourtant, aujourd'hui, hein, et vous l'avez vu hier, vous le reverrez ce soir après ma conférence, pourtant, les scientifiques, les ingénieurs reviennent à la charge. Après les aberrations du XXe siècle, nous allons vous faire un monde meilleur, nous disent-ils. Nous allons faire advenir une nouvelle renaissance. Ce terme, cette expression, nouvelle renaissance, on la voit de plus en plus sous la plume de scientifiques et d'ingénieurs qui nous annoncent qu'ils sont sur le point de permettre que nous soyons enfin satisfaits et enfin comblés, que l'espèce humaine, en quelque sorte, ait trouvé son idéal. Alors, depuis les années 1990, on voit en effet ingénieurs et scientifiques annoncer cette nouvelle renaissance à travers un courant d'opinion qu'on nomme aussi le transhumanisme. Le transhumanisme, alors très très vite dit, c'est un courant d'opinion qui est né évidemment aux États-Unis, qui a entouré au départ des grands laboratoires comme le MIT. Ce transhumanisme s'est un petit peu répandu dans la plupart des sociétés technologisées. Il y a des représentants au Royaume-Uni, en Espagne. Il y a une association française du transhumanisme donc chez nous. Alors, ce courant transhumaniste consiste à réunir des gens qui ont en commun d'affirmer que la révolution technologique est en marche, hein, et qu'elle est, comme je le disais à l'instant, sur le point de réaliser toutes nos aspirations. Alors plus précisément, ils nous disent que cette révolution technologique va consister dans la convergence croissante de certaines disciplines technoscientifiques en pointe. Très exactement, on annonce la convergence des nanotechnologies. Nanotechnologie, c'est donc le travail au 1 milliardième de mètre, hein, sur la matière. Les biotechnologies, ça concerne grosso modo tout ce qui peut concerner les procréations médicalement assistées. Les neurosciences, donc tout ce qui concerne les sciences du cerveau, et les sciences cognitives, ce que je définissais à l'instant, et j'oublie peut-être l'essentiel, la convergence technologique, ça concerne également l'informatique, les sciences de l'information d'une manière générale. Donc on nous dit, dans ces mouvements transhumanistes, que ces disciplines vont converger, hein, pour produire tout ce que nous pouvons attendre. Alors, sans vouloir être trop didactique, je vais quand même éprouver le besoin de citer
un rapport qui est important et qui constitue le manifeste des transhumanistes aujourd'hui. Ce rapport, c'est un rapport qui a été commandé par le gouvernement américain en 2002 et qui a été remis en 2003. Ce rapport, on a l'habitude de le résumer en l'appelant le rapport NBIC. N comme nanotechnologie, B comme biotechnologie, I comme information, informatique, et C comme cognition. Donc, un rapport intitulé « Rapport pour la convergence technologique et l'amélioration de l'humain ». Et ce rapport, il a été confié à deux hommes, deux chercheurs qui s'appellent Rocco et Ben Bridge, peu importe, mais il est constitué de 400 pages, vous le trouvez facilement sur Internet, et ces 400 pages consistent à aborder chacune des disciplines qui composent la convergence et de se demander qu'est-ce que ces disciplines sont en train de nous apporter de nouveau pour notre quotidien et qu'est-ce qu'elles nous promettent pour un avenir proche. Les premières lignes de ce rapport sont celles-ci, et je vais faire quelques citations et commenter. On nous dit ceci. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle renaissance dans les domaines de la science et de la technologie, basée sur une compréhension exhaustive de la structure et du comportement de la matière, tant à l'échelle nanométrique qu'au niveau du système le plus complexe découvert, le cerveau humain. Donc, je résume, ou je commente, on voit qu'il s'agit d'une renaissance fondée comme la Renaissance européenne du XVIe siècle, fondée sur un savoir totalisant. Donc c'est un savoir presque à la manière de Pic de la Mirandole, qui pensait avoir totalisé le savoir. Là aussi, on nous dit, nous sommes là à la veille d'une renaissance parce que nous sommes tout près d'avoir un savoir totalisant, capable d'articuler l'infiniment petit et l'infiniment grand, grâce à la compréhension du fonctionnement d'un système complexe qu'on appelle le cerveau. Donc nous sommes bel et bien dans un contexte qui s'apparente à la grande renaissance, parce que nous avons un savoir qui est tout proche d'articuler les différents secteurs de la réalité. Ce courant transhumaniste connaît aujourd'hui une audience croissante, je le disais, pour des raisons multiples. J'ai la surprise, j'ai écrit mon livre sur les post-humains en 2009, je parlais de transhumanistes et les gens vraiment ouvraient de grands yeux. Qu'est-ce que c'est donc que ce truc-là? Aujourd'hui, le transhumanisme, on en parle partout. On en parle à l'Assemblée nationale, on en parle dans les agences de recherche, on en parle dans les milieux médicaux, etc. Donc, une audience croissante qui s'explique essentiellement par le fait que les idées émises par les transhumanistes rencontrent l'appétit d'innovation et les attentes des milieux économiques, industriels et politiques. L'avenir est identifié dans ces milieux-là à la compétition internationale, à la réactivité des marchés, à la prise de pouvoir sur l'information, à l'accroissement des performances humaines, à l'amélioration de la longévité, etc., etc. Donc, il suffit de croire que tout cela peut contribuer au bien-être pour être assuré que les innovations technoscientifiques sont toujours désirables. Donc, vous voyez un courant d'opinion un peu chaotique qui suit les réalisations technoscientifiques en disant « voilà, il faut aller en ce sens », les milieux industriels, les milieux politiques, les milieux économiques qui abondent là-dedans en disant il faut effectivement innover. Tout ça contribue à créer une synergie qui est la nôtre aujourd'hui et qui justifie qu'on prenne désormais au sérieux les fantasmes des transhumanistes. Le rapport américain NBIC que j'ai évoqué, que je voudrais encore évoquer, place clairement le monde meilleur à venir, sous le signe de la performance humaine et de la productivité de la nation américaine. Et je cite encore l'inventaire des promesses qui sont formulées par ce rapport, qui dit ceci. Vous allez voir, il va y avoir répétition du même mot, amélioration, amélioration. Alors il faut savoir qu'en américain, ce terme, c'est enhancement,
enhancement que nous avons eu, nous, plutôt tendance à traduire par augmentation. Quand on parle de l'homme augmenté, j'y reviendrai, c'est l'homme qui bénéficie de ce enhancement, de cette amélioration permise par les technosciences. Alors voici, les exemples des gains de productivité et de performance se mesureront, nous dit-on, à l'amélioration du rendement et de l'apprentissage du travail, à l'amélioration des capacités sensorielles et cognitives des gens, aux nouveaux processus de fabrication et à la diffusion de produits améliorés. Les changements révolutionnaires dans la santé, l'amélioration à la fois individuelle et collective du rendement, les techniques de communication hautement efficaces, notamment l'interaction de cerveau à cerveau, j'y reviendrai dans un instant, le perfectionnement des interfaces homme-machine, y compris l'ingénierie neuromorphique pour une utilisation personnelle et industrielle, le renforcement des capacités humaines pour la défense nationale, l'accès à un développement durable. Bon, j'en passe parce que tout cela fait vraiment litanie, mais vous voyez bien qu'on mêle à la fois ce qui relève du machinique pur et ce qui relève de l'amélioration des facultés cognitives et sensorielles des gens. Oui, vous avez remarqué en passant l'interaction cerveau à cerveau. On est persuadé que quand on aura réussi à mettre en place des dispositifs techniques qui permettront à nos cerveaux de communiquer les uns avec les autres sans passer par le langage, eh bien, on aura franchi un cap tout à fait important. Il y a parmi les transhumanistes des gens qui sont suffisamment allumés, dirais-je, pour penser qu'il faut tout mettre en œuvre pour réaliser la télépathie. Il y a un professeur de cybernétique aux États-Unis qui s'appelle Kerry Warwick, qui passe son temps à s'implanter des puces électroniques reliées à des capteurs d'ondes électromagnétiques, et il est très très content de montrer qu'il peut diriger son environnement de manière parfaitement automatique, parce qu'il a un émetteur d'ondes électromagnétiques, il y a des récepteurs un petit peu partout, donc les portes s'ouvrent devant lui, les écrans se baissent, enfin, etc. Et il rêve d'utiliser ces dispositifs-là pour communiquer avec les autres. Donc il a commencé à implémenter des dispositifs de réception d'ondes électromagnétiques sur sa femme, pour montrer que désormais il suffira qu'il pense quelque chose pour que sa femme réagisse et lui passe le sel, ou que sais-je. Mais ce que je dis là est très très sérieux, c'est-à-dire que ces technologues sont persuadés que la vie sera belle le jour où on en aura fini avec le langage, parce que c'est à cause du langage que tout va mal. C'est le langage qui nous conduit à mentir, c'est le langage qui nous conduit à faire la guerre, etc. Le jour où nous aurons des dispositifs qui nous permettront d'être en relation télépathique, eh bien, nous aurons pacifié la planète. Je ferme la parenthèse pour donner déjà la teneur d'un certain nombre de fantasmes qui sont quand même préoccupants, qu'ils le sont d'autant plus que quand même ces travaux coûtent très très cher, mobilisent beaucoup de gens et convainquent un certain nombre de milieux économiques et industriels. Alors, plus belle sera donc la vie quand on aura obtenu tout cela, tout ce que j'ai un peu énuméré pêle-mêle et que je vais reprendre. J'en devine évidemment parmi vous qui doutent, mais les technoprophètes, eux, ils diraient que si vous doutez de tout cela, c'est que vous avez oublié le passé récent, c'est que vous avez oublié le XXe siècle. Parce qu'à l'évidence, la révolution technologique nous promet un monde meilleur, une nouvelle renaissance, après un siècle particulièrement obscur et dévastateur. Certains transhumanistes considèrent que le XXe siècle est accablant. Et l'un d'entre eux, qui s'appelle Jean-Michel Truyong, aime souvent à dire qu'après la Shoah, on ne peut pas vouloir que l'avenir ait le visage de l'homme. On ne peut pas vouloir que l'avenir ait le visage de l'homme. Parce que là, ce serait proprement désespérant. Donc, les technologues qui suivent ce genre de verdict sont convaincus que tout sera mieux
que ce que l'homme a fait jusqu'à présent. Et c'est ce qui vous explique que les transhumanistes finissent par militer tout simplement pour l'avènement d'une post-humanité. Plus belle la vie? Seulement si on substitue à l'homme le post-humain. Donc vous voyez déjà, réponse à ma question, plus belle la vie, point d'interrogation? Oui, à condition qu'on se débarrasse de l'homme. C'est là l'essentiel de l'exigence des transhumanistes. Réaliser le bonheur des humains en les faisant autres qu'humains. Et comment on va les faire autres qu'humains? Vous allez voir. En les augmentant d'abord, en les dotant d'un certain nombre de dispositifs technoscientifiques et en les conduisant de plus en plus à fusionner avec les machines. Alors comment on va s'y prendre? Eh bien, je retiens et je commente quelques-unes des promesses les plus insistantes qui figurent dans le programme NBIC pour précisément nous rendre la vie plus belle. Alors, je cite et je commente. Des interfaces rapides et à haut débit, reliant directement le cerveau humain et les machines, vont transformer le travail dans les usines, contrôler les voitures, assurer la supériorité militaire et aider à la création de nouveaux sports, formes d'art et modes d'interaction entre les gens. Autrement dit, mon commentaire sera bref, le bonheur sera dans la cyborgisation. C'est en nous transformant en cyborg que nous avons le plus de chances d'être heureux. Un cyborg, qu'est-ce que c'est? Un cyborg, c'est un mixte de cybernétique et d'organisme, c'est pour ça que ça s'appelle cyborg. Un organisme humain intègre dans son anatomie des dispositifs cybernétiques, donc qui interagissent avec l'environnement, qui captent des informations, qui produisent un certain nombre d'effets, et il est un cyborg. Soit dit en passant, le mot cyborg a été inventé dans le monde de l'astronautique. C'est dans les années 1960, au moment de la conquête de l'espace, qu'on a inventé ce mot pour désigner tout simplement le fait que pour permettre aux astronautes de faire ce qu'ils ont à faire dans la fusée et dans un environnement donc parfaitement artificiel, il fallait les doter de combinaisons bourrées de capteurs et de dispositifs électroniques ou cybernétiques, et on les a appelés des cyborgs. Donc le cyborg, avant d'être un personnage de science-fiction, c'est d'abord l'individu qui est couplé avec des dispositifs cybernétiques, technoscientifiques. Je dis toujours, on a toujours l'habitude de dire que le premier cyborg, c'est le porteur d'un pacemaker, c'est un cyborg. Et la cyborgisation, elle va aller croissant au fur et à mesure qu'on implémentera dans nos anatomies des dispositifs qui recevront des informations et qui réagiront à ces informations par un certain nombre de comportements susceptibles de servir la cause de la vie humaine. Je continue parmi les promesses. Des capteurs et ordinateurs portables permettront d'améliorer la prise d'informations de chaque personne sur son état de santé, sur l'environnement, sur les polluants chimiques. Là, on est déjà dans quelque chose qui est plus connu de vous et qu'on commence à appeler la santé connectée, quelquefois le quantified self. Ce sont tous les dispositifs de prise de mesure qui vont habiter aussi nos anatomies. Bon, pour l'instant, ce sont les bracelets électroniques. Bon, on commence à commercialiser ces petits bracelets qui vous indiquent que vous avez été suffisamment au soleil, ou alors qu'il faut vous retourner de l'autre côté, etc. Donc, ces petits bracelets-là, mais c'est aussi les bracelets qui prendront la mesure de vos... ou plutôt les biocapteurs qui prendront la mesure de votre taux d'insuline ou taux de cholestérol, etc. Bon, ce sont tous ces éléments-là qui vont se développer à grande échelle. Après les Google Glass, que vous connaissez déjà, bon, il va y avoir quantité d'autres dispositifs comme cela, d'informations qui permettront de capter des signaux sur nos cœurs et de permettre de transformer ces signaux en messages d'alerte et ces messages d'alerte en réponse. On pense que dans peu d'années, il y aura une généralisation de ces implants
qui permettront de nous mettre directement en communication avec des centres de santé. Il y aura des terminaux pour vous apercevoir que tout à coup, vous avez un taux de cholestérol important ou un taux d'insuline, enfin que sais-je, et une réponse appropriée sera immédiatement déclenchée. Bon, donc c'est ça la santé connectée, c'est cette idée un peu saugrenue qui consiste à nous mettre continuellement sous contrôle, sous influence, sous mesure. La santé, ça sera la mesure, la médecine, ce sera la réponse à la mesure. Il y a déjà sur le marché des miroirs équipés de webcam qui vous permettent de visualiser le fonctionnement de vos organes. Donc le matin, vous pouvez voir comment fonctionnent vos organes, au même titre que vous pouviez observer votre peau dans le miroir. Donc cette santé connectée, ce quantified self, donc possibilité de quantifier continuellement votre état de santé, sont à la clé, nous dit-on, du bien-être auquel nous aspirons. On ne se pose pas la question de savoir si on ne va pas devenir un peu hypocondriaque avec tout ça, à force de mesurer le fonctionnement de nos organes ou la qualité de ce que nous mangeons. Il y a aussi des scanners qui seront bientôt sur le marché, qui vous permettront de scanner tous vos aliments pour en évaluer la composition. Bon. Tout ça fait, en tout cas pour les transhumanistes, l'objet de beaucoup d'intérêt, parce qu'on pense que la vie sera belle quand on aura tout ça. Je continue. Les robots et les logiciels seront bien plus utiles pour les êtres humains parce qu'ils fonctionneront sur des principes compatibles avec les objectifs, la conscience et la personnalité des humains. Là, c'est l'univers des robots. Je vais le laisser à Jean-Christophe. Faire simplement écho, vous avez peut-être vu cette série suédoise Real Humans, qui a donné un avant-goût de la coexistence qui pourrait être celle des humains et des robots androïdes. Et on a compris, si on regarde bien cette série, que la vie sera belle seulement si chacun peut rester à sa place. Mais comment obtenir que chacun reste à sa place si le robot dispose des mêmes facultés que l'homme, ou de facultés même supérieures à l'homme? Bon, je ne commande pas davantage, mais en tout cas, l'univers de la robotique est censé promettre monts et merveilles, et commence quand même aussi à poser un certain nombre d'interrogations philosophiques. Les personnes de différents milieux et éducations acquerront de nouvelles connaissances et compétences précieuses de manière plus fiable et rapide, que ce soit à l'école, au travail ou à la maison. Là, on nous dit carrément que le triomphe de l'homme augmenté est pour demain, puisque nous aurons ces accroissements de connaissances et de compétences. Et on ne se pose pas encore vraiment la question de savoir si ce triomphe de l'homme augmenté sera le triomphe de tous les hommes, mais on n'en est pas tout à fait sûr, comme vous vous en doutez. On se dit même que l'homme qui n'aura pas été augmenté risque d'être vraiment handicapé dans une société compétitive et avide de performance. Donc la perspective de réaliser une humanité à deux vitesses est de plus en plus insistante. Et donc, plus belle la vie, oui, mais pas pour tout le monde, bien sûr. Et je pense que très très vite, vous comprenez que si dans votre environnement de travail, vous côtoyez des gens qui ont été augmentés, qui mémoriseront plus, qui calculeront plus vite, etc., qui dormiront pas, qui verront la nuit, etc., vous ne pourrez pas faire autrement vous-même que de vous laisser augmenter, ou alors vous resterez évidemment sur le carreau. Je continue. Les individus et les équipes seront en mesure de communiquer et de coopérer de manière bénéfique, malgré les barrières traditionnelles de la culture, la langue, la distance et la spécialisation professionnelle, ce qui augmentera considérablement l'efficacité des groupes, des organisations et des partenariats multinationaux. C'est là, en résumé, et je commente, le fantasme de l'intelligence collective, qui est de plus en plus répandu, cette intelligence collective qui est censée instaurer quelque chose comme un cerveau planétaire dont chacun d'entre nous, derrière son ordinateur, ne sera qu'un neurone. Donc nous serons de plus en plus les neurones du cerveau planétaire. Et bon, la question, c'est de savoir si la vie sera belle pour le neurone que nous serons. Et ça, on peut évidemment en discuter. Le corps humain sera plus durable,
plus sain, plus énergique, plus facile à réparer et plus résistant à de nombreux types de stress, de menaces biologiques et au processus de vieillissement. Alors, dans ce rapport, on parle du corps abondamment, et on en parle toujours de manière mécanique. Le corps, c'est une mécanique qu'il faut réparer. Les maladies, c'est des dysfonctionnements qu'il faut réparer. On commence à dire que la mort est aussi une maladie dont il faut se passer. Et dans le rapport, on ne parle pas encore d'immortalité, mais vous savez comme moi qu'on en parle de plus en plus. Le rapport, il a plus de 10 ans maintenant, et en 10 ans, on a fait beaucoup de pas du côté de l'immortalité. Bon, à la suite d'un certain nombre d'annonces un peu irresponsables de spécialistes du vieillissement. Mais en tout cas, on est à peu près persuadé que le bonheur sera réservé à l'être qui n'aura plus de maladie. Et on n'aura plus de maladie grâce aux nanorobots, par exemple, à la nanomédecine. On aura dans notre organisme des nanorobots qui seront capables de détecter très très tôt des tumeurs et de les éradiquer. Donc on n'aura même plus besoin d'y penser. On connaîtra le bonheur parce qu'on ne souffrira plus, grâce aux neurosciences qui auront résolu le problème de la douleur et qui auront supprimé avec la douleur sans doute le plaisir, mais ça, bon, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Le bonheur sera évidemment aussi réservé aux êtres qui ne vieilliront plus, et grâce à non seulement la cosmétologie permise de manière de plus en plus fine grâce aux nanomédecines, aux nanoparticules ou à ce que vous voudrez. On sait aussi que grâce à la maîtrise des mécanismes de duplication des cellules, ce qu'on appelle les mécanismes de la télomérase, eh bien, on pourrait imaginer de conjurer les mécanismes de vieillissement. Et puis par ailleurs, on attend beaucoup de la manipulation des cellules souches et de la production de ce qu'on appelle les cellules pluripotentes induites, qui permettraient de produire des organes artificiels. Et donc, si vous vous donnez cette perspective de pouvoir fabriquer vous-même, grâce à vos propres cellules, les organes qui vieillissent dans vos anatomies, vous pouvez éminemment vous donner l'illusion de pouvoir vivre à peu près indéfiniment. Bon, l'immortalité serait complètement acquise le jour aussi où on sera capable de télécharger le contenu du cerveau sur des puces de silicium, des puces, des matériaux inaltérables, qui transformeront tout simplement votre cerveau en un logiciel installable sur d'autres corps, sur des dispositifs techniques ou dans le cyberespace. Tout cela fait partie de la prospective technoscientifique prise de plus en plus au sérieux par les milieux bailleurs de fonds et par les politiques de recherche elles-mêmes. Je continue, et j'ai presque fini, sur l'inventaire. La capacité à contrôler la génétique des humains, des animaux et des plantes bénéficiera grandement au bien-être humain. Je ne vais pas lire toute la citation, mais c'est l'idée que le bonheur pourrait aussi être conditionné par tous les dispositifs qui permettront un eugénisme décomplexé, un eugénisme libéral, comme dit le philosophe Habermas. Et cet eugénisme, permis par la génétique, est quelque chose qui est de plus en plus accepté. Je pense que le décryptage du génome humain a boosté les espoirs de ce côté-là. On sait que les Chinois aujourd'hui sont en train de décrypter systématiquement le génome de tous les individus dont le QI fait plus de 140. Et on voit bien pourquoi. Donc l'idée de pouvoir utiliser ensuite la génétique à des fins eugénistes à grande échelle est une idée qui s'est imposée. Je termine. L'éducation formelle sera transformée en un programme unique, mais diversifié, basé sur un paradigme intellectuel hiérarchique complet pour comprendre l'architecture du monde physique à partir de l'échelle nanométrique jusqu'à l'échelle cosmique. Donc revient ici, pour clore en quelque sorte les choses, l'idée que nous serions à la veille de pouvoir
acquérir un savoir encyclopédique, donc qui permettra une renaissance, comme je le disais. Et ce savoir encyclopédique, dont rêvait déjà le siècle des Lumières, eh bien, recevra une actualité grâce à des dispositifs planétaires d'éducation. Et là, le développement des MOOCs, dont vous avez peut-être entendu parler, est déjà en train d'illustrer la chose. On rêve d'unifier les humains par la compréhension systémique du monde. Comprendre le fonctionnement du monde permettra d'unifier les humains, permettra de pacifier les relations entre eux, et tout cela se trouve à la portée de nos capacités techniques. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse pour dire qu'au fond, on pense que le bonheur est dans la gnose. La gnose, qu'est-ce que c'est? La gnose, c'est un terme un peu pédant pour désigner le savoir, mais c'est un peu plus que cela. La gnose, c'est aussi un mouvement spirituel, un mouvement philosophique qui est né dans la haute Égypte et qui s'est répandu et qui a eu beaucoup de vigueur au Moyen-Âge. Et c'est une spiritualité qui dit en gros ceci. Dieu n'a pas pu achever la création. Dieu a été parasité par des forces du mal et donc il a laissé son travail en chantier, en plan. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous des prématurés, nous sommes tous des êtres imparfaits. Les transhumanistes ont l'habitude de se donner beaucoup d'importance en disant qu'ils reprennent en quelque sorte le mouvement gnostique, mais en prétendant qu'ils disposent aujourd'hui des moyens scientifiques et techniques d'achever la création. Donc, le bonheur est dans la gnose, et les transhumanistes seront leurs médiateurs. J'arrête là l'énumération des bienfaits attendus de la révolution technologique, qui est en train d'afficher ses effets dans quantité de domaines, dont la santé connectée, les objets intelligents, la robotique de service, etc. Je ne vais pas évoquer, parce que peut-être qu'on le fera plus tard, certaines annonces qu'on appelle hyperboliques, comme on dit, qui drainent des financements publics colossaux. Est-ce que c'est pour nous rendre la vie plus belle qu'on investit énormément sur tout cela? J'en sais rien, mais il y a incontestablement un marché pour le cerveau artificiel, dont s'occupe le Human Brain Project, qui est un grand programme à Lausanne, auquel on a quand même donné 1 milliard d'euros il n'y a pas longtemps. L'Europe, la Commission européenne, a donné 1 milliard d'euros pour la réalisation d'un cerveau artificiel. Donc on n'est pas quand même dans la fantaisie pure. Il y a incontestablement un marché pour cela, un marché pour la lutte contre le vieillissement, un marché pour la production d'organes artificiels, comme je le disais tout à l'heure. Il y a tout cela, et on semble persuadé que le monde meilleur, que la vie belle, s'imposera grâce au travail des laboratoires high-tech. Et on se demande bien pourquoi. Vous pourriez vous opposer au développement de tout cela. Bon, c'est pourtant cela que je voudrais examiner à présent. Quelles raisons on pourrait alléguer pour être un peu plus réservé sur les promesses mirobolantes que nous livre ce rapport NBIC qui, encore une fois, sert de manifeste aux transhumanistes et de plus en plus d'agenda à des politiques de recherche dans les pays développés. La vie sera-t-elle vraiment plus belle en 2045 ? Pourquoi je dis 2045 ? Parce que c'est la date qu'a donnée le chef de file du transhumanisme, qui s'appelle Ray Kurzweil, pour l'apparition de ce qu'il appelle une intelligence non biologique. Il pense, ce monsieur, il a écrit ça notamment dans un livre qui s'appelle « L'humanité 2.0 ». Et le sous-titre, c'est « La Bible du changement ». Et il considère qu'en 2045, on aura réalisé une intelligence non biologique qui rendra notre intelligence biologique complètement obsolète. Donc c'est pour très bientôt. Y aura-t-il seulement une vie quand on aura fait triompher l'artifice, le cyborg et la dématérialisation? Pour nous délivrer de la vie charnelle, de la viande, comme disent joliment les transhumanistes. Il faut en finir avec la viande, qu'ils disent souvent. Eh bien, Kurzweil annonce la singularité, c'est-à-dire une rupture telle qu'un au-delà de l'humain sera envisageable.
il pense qu'on s'achemine vers le moment où il y aura un point de rupture, hein, où on passera dans une autre dimension, à une autre vitesse, et à ce moment-là, quelque chose comme un post-humain sera possible, et l'humain que nous sommes sera amené tout simplement à disparaître de sa belle mort. Le monde meilleur qui nous attend ne sera donc plus celui des humains, mais de leurs successeurs. Le successeur, Jean-Michel Truon parle du successeur, en disant, voilà, on est sur le point de le faire advenir. D'autres appellent ce successeur le point oméga. On se sert de Teilhard de Chardin, quelquefois, chez les transhumanistes. On dit, bon, Teilhard de Chardin racontait que l'évolution irait de plus en plus dans le sens d'une dématérialisation. La conscience va de plus en plus se spiritualiser, donc se dégager du corps. Et le jugement dernier, c'est le moment où l'humanité découvre qu'elle a fait son temps et qu'elle doit passer le témoin. Les technologies nous annoncent donc l'apocalypse pour bientôt. Et déjà, on nous habitue à être débordés par les objets intelligents que nous produisons de plus en plus. On nous annonce quand même un univers dans lequel nous serons entourés d'objets intelligents qui communiqueront entre eux et qui nous mettront en position de spectateurs. Nous aspirons au meilleur, j'insiste sur ma formule, nous aspirons au meilleur en nous déprenant de l'initiative au profit de nos machines. Tout se passe comme si on considérait que ce n'est qu'en cessant d'être aux commandes qu'on pourrait espérer le meilleur. C'est quand même un sacré paradoxe, mais pas tellement si vous souvenez de ce que je viens de dire concernant la vision extrêmement sombre qu'on se donne du XXe siècle. On nous a tellement dit ces dernières décennies que l'humain était à la source de toutes les catastrophes, environnementales, guerrières, etc., eh bien qu'on ne s'étonne plus que certains mettent leur espoir exclusivement dans les machines pour sauver le monde. Tout se passe comme si on était, je sais pas, dans un avion. Vous savez, quand on nous indique dans un avion que le pilote va reprendre les commandes, on commence à avoir peur. On se dit, oh là, ça va mal se passer. On préférait largement, l'appareil était piloté par les machines. Quand l'homme reprend les rênes, il y a des problèmes. Alors, qu'aurons-nous perdu dans ce monde meilleur qui sera dominé par les algorithmes imposés par les machines? Je peux faire facilement le compte. Nous aurons perdu la conscience, la réflexion, le désir, les langues de culture. Je ne parle pas des langues de service, celles qui nous permettent de communiquer avec nos machines, mais les langues de culture, celles qui sont réglées par la conversation, par la culture, tout simplement. Nous aurons perdu ce qui nous fait fondamentalement humains, la vulnérabilité et la communication. Parce que si nous communiquons, c'est parce que nous sommes vulnérables. Si nous étions invulnérables, nous n'aurions aucune raison de communiquer. L'incertitude qui nous conduit à chercher et à espérer. L'équivocité qui invite à la conversation, à la séduction. L'incomplétude qui nous pousse à aimer l'autre que soi. Toutes ces propriétés qui sont celles de l'humain, elles sont dans l'agenda des technosciences au titre d'une disparition annoncée. En fait, parce qu'elle privilégie les automatismes plutôt que la conscience, parce qu'elle privilégie la duplication plutôt que la reproduction hasardeuse, la réactivité plutôt que la réflexion qui exige du temps, pour toutes ces raisons, les technologies doivent se débarrasser de l'humain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pense que la fabrication de l'humain est meilleure que la naissance. Fabriquer l'humain, c'est quand même plus fiable que de le laisser naître, pense-t-on. Il y a des transhumanistes pour considérer que c'est le clonage, c'est l'utérus artificiel, c'est tous ces dispositifs-là qui permettront de faire advenir l'humain ou le post-humain, mais en aucune façon, il ne faut laisser à la nature le soin, au hasard de la rencontre entre deux gamètes, le soin de faire naître.
Dans les sciences cognitives que j'évoquais en introduction, on privilégie largement les mécanismes sur l'esprit. Rappelez-vous Jean-Pierre Changeux, L'homme neuronal, 1986, hein, le livre de l'année, hein, et qui annonçait la mort de l'esprit. L'esprit, non, il n'y a que des mécanismes que nous, spécialistes du cerveau, nous pouvons mettre à jour, des mécanismes neuronaux. La dématérialisation plutôt que le cœur, hein, dans les sciences de l'information. Bref, vous avez vraiment suffisamment d'arguments pour voir que se débarrasser de l'humain, c'est quelque chose qui est au cœur de ces technosciences. Il m'est arrivé, il n'y a pas très longtemps, de dialoguer, enfin, une table ronde avec un transhumaniste américain, Hugo de Vries, pour ne pas le citer, qui, répondant à une dame intervenant après son propos, disant « Mais écoutez, monsieur, vous êtes énervant, vous confondez les robots et les hommes. Hein, il y a quand même une différence. Hein. Les hommes, ils ont au moins une conscience. » Et le transhumaniste a levé les bras au ciel en disant « Hélas, hélas ». Et il a expliqué simplement que du point de vue néo-darwinien, la conscience est apparue dans l'évolution comme un avantage sélectif qui nous a permis de survivre, nous, espèces humaines, mais tout avantage sélectif devient à un moment donné un handicap. Un handicap, eh bien aujourd'hui, pense ce transhumaniste, la conscience est devenue un handicap. Et ce n'est pas la conscience qui peut nous permettre de survivre, mais ce sont les automatismes. Donc vous voyez, la viande va décidément céder de plus en plus aux dispositifs cybernétiques, car l'avenir est bel et bien dans la cyborgisation. La première étape dans cette obsolescence programmée de l'humain consiste, à mes yeux, dans la simplification que nous sommes contraints d'adopter chaque jour davantage dans nos relations avec les machines. Jean Noël citait tout à l'heure mon livre « L'homme simplifié », dont le sous-titre est « Le syndrome de la touche étoile ». Alors qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Eh bien, j'ai nommé syndrome de la touche étoile la contrainte qui est de plus en plus la nôtre de devoir nous simplifier pour satisfaire les exigences des automates qui sont censés nous rendre des services. Bon, la touche étoile, vous savez, donc c'est cette touche du téléphone sur laquelle on vous enjoint d'appuyer à chaque fois que vous téléphonez à un service public. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir quelqu'un qui vous parle, qui vous demande ce que vous voulez et qui dialogue avec vous, au lieu d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez utiliser votre langage pour convaincre, pour séduire éventuellement, pour ironiser, etc., vous avez une machine qui vous dit appuyez sur la touche étoile, sur la touche 1, sur la touche 3, etc. etc. Ce qui révèle que la machine ne vous considère que comme un être de signal, puisque vous répondez à un signal par un signal. Vous n'êtes pas un être de signes, vous n'êtes pas un être de langage signifiant, mais vous êtes vous-même une machine à répondre à une machine. Pour pouvoir être servi par les machines, il faut que vous mettiez sous le boisseau tout ce qu'il y a en vous d'humain et que vous réagissiez au titre d'une machine. Appuyez donc sur la touche étoile, prononcez le bon mot-clé si vous voulez avoir le service qu'on vous demande. Ça vous est arrivé comme à moi, vous êtes en panne, vous téléphonez à EDF ou autre, et on vous demande d'expliquer votre panne, et si vous n'avez pas le bon mot-clé, ça ne passe pas. Et comme la plupart du temps, les choses qui vous arrivent sont plus compliquées que celles qui sont programmées dans le logiciel, eh bien, vous n'êtes pas servi. Bref, nous ne sommes plus aujourd'hui nous-mêmes que des objets intelligents, c'est-à-dire des boîtes noires qui recevons des inputs et qui produisons des outputs. Nous sommes des codes-barres ambulants. Bon, vous voyez bien, nous sommes sans arrêt scannés, décodés, et ça va aller de pire en pire. Et l'illusion que nous vivrions une révolution de l'ampleur de celle de l'écriture se dissipe chaque jour davantage. C'est souvent une objection que j'entends en me disant « Oh, mais tu n'es qu'un technophobe, la révolution numérique, elle a l'ampleur de la révolution de l'écriture, etc. » Bon, évidemment, ce n'est pas mon sujet ce soir, mais j'aimerais bien
qu'on soit clair et qu'on sache que l'écriture a ouvert bel et bien un monde, celui des écrits qui ont circulé, qui ont permis l'humanisme. L'humanisme, c'est précisément ce qui s'est constitué grâce à l'écrit et à la transmission des livres et des grandes lettres que les lettrés s'envoyaient. Bon, la numérisation, c'est autre chose. Ça ouvre un monde où le symbolique se réduit à l'algorithmique. Ça n'est plus un monde symbolique que nous ouvrons, mais un monde algorithmique. Et c'est la raison pour laquelle on n'associe pas le monde du numérique à l'humanisme, mais au post-humanisme. Là, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. L'homme augmenté ou l'homme supposé augmenté que j'évoquais à l'instant, c'est en fait un homme simplifié qui est réduit au fonctionnement de ces mécanismes, au fonctionnement de ces pulsions élémentaires, au fonctionnement de ces automatismes comportementaux. Et c'est là la réalité que nous sommes en train de laisser progressivement s'installer en adhérant, sans réfléchir, aux innovations technologiques, sans questionner leur finalité, sans évaluer leur pouvoir de transformation sur nos manières de penser et de nous comporter. Moi, j'ai été un peu saisi par le témoignage de certains informaticiens de la première heure, informaticiens ou internautes de la première heure, si vous voulez, qui sont en train aujourd'hui de se rendre compte qu'il y a des choses qu'ils pouvaient faire qu'ils ne peuvent plus faire. Un auteur qui s'appelle Nicolas Kerr a écrit un livre intitulé « Internet nous rend-il idiots ?» dans lequel il explique qu'aujourd'hui, il sait qu'il ne peut plus lire Tolstoï, qu'il ne peut plus lire un livre important, style Guerre et paix. Il n'a plus le câblage pour ça. Il a pris l'habitude non plus de lire, mais d'écrémer. Et il se trouve dans une position où il est finalement menacé d'idiotie. Je vois que Jean-Noël voudrait que je termine, donc je vais terminer. Je crains que l'enthousiasme de certains pour les promesses technologiques ne soit que le revers d'une désaffection pour l'humain tel qu'il est, c'est-à-dire tel qu'il est, fragile et limité. Alors je comprends bien le diagnostic qui considère que les sociétés technologiques entraînent de la dépression. On l'a dit depuis longtemps. Plus la société va se technologiser, plus il y aura de dépression, plus il y aura un mal-vivre, plus il y aura aussi une hyperactivité, ce qui est aussi une manière d'être déprimé. Je crois que la dépression, c'est un déficit en vitalité qui conduit les gens à ne plus mentaliser, à ne plus donner de profondeur à ce qu'ils vivent, à ne plus attendre quelque chose que des machines. Il faut que nous soyons réactifs et que nous le soyons sans état d'âme. J'aurais beaucoup de choses à dire sur la manière dont on idéalise aujourd'hui l'autisme d'Asperger, parce que l'autisme d'Asperger est en passe de devenir l'espèce de symbole de l'acteur de la vie technologique d'aujourd'hui. Je crois que nous sommes en train de produire une société déprimée, offerte à la machinisation, et que nous ne voyons pas que, au contraire, les sociétés soucieuses de leur cohésion et de leur enracinement dans des traditions structurantes, eh bien, ces sociétés-là, en général, résistent bien mieux que nous à la machinisation généralisée. Un mot peut-être pour terminer. J'aurais voulu parler davantage de l'immortalité parce que c'est un thème qui me paraît grave et en même temps capital aujourd'hui. Qu'on veuille aujourd'hui l'immortalité me paraît vraiment le comble du désespoir, parce que aimer la vie, c'est aimer la mort, qu'on le veuille ou non, ou en tout cas accepter que la mort en soit le prix. Qu'aujourd'hui on veuille l'immortalité, c'est tout simplement qu'on veut en finir avec le désir. Et j'aime beaucoup recommander la lecture de Houellebecq quand on veut comprendre tout cela. Je crois que Michel Houellebecq est très très caractéristique de tout ce que j'aurais raconté ce soir. Alors question, peut-on désirer ces utopies post-humaines? Peut-on y projeter l'image d'une vie épanouie? Comment éviter de se laisser imposer les technologies qui sont la transposition imaginaire d'une évolution vécue comme un destin inéluctable? Je crois que c'est la question la plus difficile qui soit aujourd'hui. Peut-on ne pas vouloir ce qu'on peut réaliser? Peut-on ne pas vouloir ce qu'on peut réaliser? Comment résister aux techniques dont on sait bien qu'elles sont, comme disait Platon,
des pharmacones, hein, c'est-à-dire des médicaments, hein, qui sont à la fois des remèdes et des poisons. Hein, parce que toutes nos techniques sont des pharmacones en ce sens-là. Hein. La maîtrise des ondes électromagnétiques que fait le tétraplégique qui a la chance de pouvoir commander son environnement grâce à des ondes électromagnétiques, c'est formidable. Les mêmes ondes électromagnétiques utilisées par le militaire, hein, pour influencer l'adversaire, bon, c'est évidemment beaucoup plus discutable. Hein, prenez le diagnostic prénatal qui est utilisé aujourd'hui et qui vire au diagnostic, au tri embryonnaire. Bon, là aussi, on voit bien comment une technique bien intentionnée devient immédiatement une technique extrêmement pernicieuse. Alors, plus belle la vie, plus belle la vie. Ben oui, oui, a-t-on envie de dire, à condition que les outils que nous multiplions pour nous simplifier la vie ne fassent pas écran à ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, ben, nous sommes des êtres compliqués et non pas des zombies. Nous sommes des êtres de langage et de culture et non pas des boîtes noires seulement disposées à recevoir des stimuli. Nous sommes des êtres capables de résilience parce que nous avons en nous les ressources pour grandir et nous améliorer. Nous sommes des êtres de désir parce que nous avons le sens du dépassement de soi et le goût de l'aventure. Plus belle sera la vie si les techniques cessent de nous fasciner et de nous éloigner de nous-mêmes pour servir des idéaux de convivialité et de proximité. Mais il faut bien le dire, tout reste à faire pour cela. Je vous remercie. Bravo. Merci. Merci, bravo. Attention les câbles. Je ne cesse de le répéter, nous avons vraiment beaucoup de chance parce que la personne qui vient de vous parler, ce n'est pas juste un illuminé New Age qui a une théorie du complot en tête. C'est quelqu'un qui est au cœur d'une situation, qui connaît la situation, qui l'a éprouvée, qui a pris le temps de la réflexion et qui vous la livre. Il y a quelque chose de pathétique et de prophétique dans ce que tu dis, cette mise en garde. Je trouve ça très, très important et très beau finalement. Et je te remercie du fond du cœur de dire ce genre de choses. Ça me paraît essentiel au jour d'aujourd'hui parce qu'il y a une étape que je souhaite citer quand même avant toute cette transformation. C'est la possibilité de vous tester en grandeur nature. De tester quoi? De tester votre docilité. Docilité à répondre aux injonctions. Faites-vous vacciner, faites-vous dépister, faites examiner ceci, faites examiner cela. Tout ça va dans le bon sens. Bien évidemment, on fait de la prévention, mais ne croyez pas une demi-seconde qu'il y ait des philanthropes autour de vous. On veut juste tester grandeur nature, votre docilité à répondre à l'injonction. Sachez que vous pouvez recevoir un hémoculte, puis un deuxième marqué rappel. Au troisième, il y a marqué dernier rappel, comme si c'était les impôts qui vous poursuivaient. C'est inadmissible ce genre de choses. Donc attention, ça a commencé. Cette transformation commence et on commence par tester votre docilité, notre docilité. Voilà, merci encore Jean-Michel. Merci de ton commentaire. Je vous propose donc de poser 2 ou 3 questions, il est déjà tard, et des questions qui, bien évidemment, seront fort intéressantes, mais qui n'appelleront pas un long développement. D'accord. Oui, bonjour, je vous remercie pour votre conférence. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui va motiver le post-humain? Ce qui nous motive à nous, c'est le sexe, le pouvoir et l'argent. Mais le post-humain, lui, qu'est-ce qui va le faire avancer? Écoutez, là, vous me posez une colle, hein. Vous vous en rendez bien compte, hein, parce que je ne me figure même pas le post-humain. Hein. Le post-humain, ça sera une émergence qui résultera des manipulations technoscientifiques que nous produisons aujourd'hui. Hein. Donc, très difficile de lui prêter des états d'âme, des intentions, etc. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'on discrédite dans le monde, on disqualifie dans le monde des technologies les questions que vous vous posez là. Hein, qu'est-ce qui va le motiver? Est-ce que, quand on vous enjoint d'innover, d'être performant, d'être compétitif, etc., on vous suppose des idéaux, on vous suppose des valeurs, on vous suppose... Non, pas du tout. Hein, on vous suppose au minimum des intérêts.
hein, des intérêts économiques, des intérêts de carrière ou autres. Hein. Donc, je suis ravi de savoir que vous éprouvez, vous, monsieur, encore des désirs, des ambitions, des volontés. Vous êtes loin du post-humain et je m'en réjouis beaucoup. Il y a plein de doigts qui se lèvent là-bas. Cyril, au fond. Merci beaucoup pour cet exposé absolument passionnant. Moi, j'aurais plusieurs petites observations et une question finalement. C'est vrai que ce qui vient d'être dit en conclusion, c'est-à-dire finalement notre soumission à l'autorité, hein, est un véritable problème. Finalement, au stade où nous en sommes arrivés aujourd'hui, y a-t-il encore des possibilités, y a-t-il encore débat? Sommes-nous condamnés à vivre malheureusement dans l'art des poisons et des contrepoisons? Et puis je pense comme ça à ce livre de Barjavel écrit il y a déjà plusieurs décennies, qui s'appelle Le Grand Secret, hein, dans lequel il nous montre les limites de l'absurdité au travers de l'immortalité. Alors, qu'en pensez-vous? Sommes-nous condamnés à vivre dans l'art des poisons et des contrepoisons d'ores et déjà? Malgré les apparences, moi je suis plutôt optimiste parce que je vois quand même naître des prises de conscience et des pratiques appliquées aux sciences et aux techniques qui vont dans le sens opposé à ce qui se déroule. Je vais faire juste un tout petit détour. Je me suis beaucoup intéressé ces dernières années à la genèse de la culture du numérique. Hein, bon, c'est pas très vieux, la culture du numérique, ça remonte aux années 1960, hein, à l'invention du micro-ordinateur. On a l'impression que ça fait très très longtemps ou autre. Bon, mais il faut quand même savoir que les techniques que nous utilisons aujourd'hui et qui peuvent nous asservir ont été pensées au point de départ comme des techniques d'émancipation. Ce sont les mouvements contre-culturels américains des années 1960, ce sont les communautés hippies qui ont pensé que l'informatique, ça allait permettre de résister à la bureaucratie, de résister au pouvoir politique central, de pacifier les relations entre les hommes, d'échanger des moyens. Bon. C'était ça, la naissance de la culture du numérique. Bon. Et puis tout ça a été dévoyé, tout ça a été confisqué par des méga-machines, les Google, Nokia, enfin, etc. Et on est dans cette situation-là. Mais on voit bien que ce qui nous paraît le plus dangereux aujourd'hui a été, à un moment donné, ce qui paraissait l'espoir le plus grand. Aujourd'hui, moi, je vois des communautés de jeunes qui travaillent dans des trucs qui s'appellent la paillasse, la cantine, etc. Des geeks qui sont dans la bricole, qui font des choses sans doute formidables. Et qui ont encore un rêve de convivialité, un rêve d'émancipation. C'est-à-dire qu'ils peuvent associer les technologies les plus pointues à l'émancipation. Et ça, moi, je rêve évidemment que ça se multiplie, que ça se sache de plus en plus, et que ces jeunes prennent conscience aussi de la nécessité dans laquelle ils doivent être de résister aux sirènes qui pourraient précisément les faire basculer dans les méga-machines et puis de devenir tout à coup des porteurs de projets absolument oppressants. Oui, bonjour. Bonsoir. Vous pourriez répondre par oui ou par non, hein, mais d'après ce que vous avez dit, est-ce que Henri Bergson, avec son idée farfelu pour certains de supplément d'âme, est-il un préhumaniste? Et Michel Serres, avec son éloge de la petite poussette, est-il déjà un post-humaniste sans le savoir?
Par oui ou par non, je crois que Michel Serres est effectivement deux choses. Il est effectivement un post-humaniste et un jeuniste échevelé. Il y a encore, j'ai vu tellement de doigts se lever que ça me fait de la peine. Moi. J'ai du mal à chaque fois, mais bon, boire le café en vitesse. Hein. Oui, je vais essayer de faire vite. L'homme du futur actuellement est petit, va à l'école et je vois un peu tous les, comment on peut dire, Hachette, Larousse, toutes ces multinationales qui sont un peu dans les starting blocks pour mettre leur tablette numérique à l'école. Et j'ai vu également sur Arte qu'on allait même arrêter d'enseigner l'écriture à l'école. Donc, vous parliez de la révolution de l'écrit. Là, on va enlever l'écrit à nos enfants. Ça me panique, quelque part, parce que, bon, appuyer sur une touche, sur le A, ok, d'accord, mais faire des boucles, c'est aussi important. Eh oui, vous avez tellement raison. Bon, je réponds rapidement aussi pour dire que je me suis intéressé pour mon dernier livre à ce que la Corée du Sud a mis en place. En Corée du Sud, toutes les écoles maternelles, elles ne sont pas très nombreuses, il y en a 8000, sont équipées de robots qui ne sont pas encore complètement destinés à supprimer, à remplacer les institutrices, mais très très largement à le faire. Donc, la robotique au service de l'enseignement va devenir la réalité dominante. C'est-à-dire on peut imaginer que dans ces sociétés-là, les enfants seront gardés par des babysitters qui seront des robots androïdes, iront à l'école, ils auront des robots enseignants, et grandiront dans un univers où le code binaire, le oui, le non, le 0 et le 1 seront la réalité fondamentale. Ça paraît évident. Oui, mais ils ne seront pas payés, de toute façon. Dernière question. Oui, bonsoir monsieur. Merci pour cette belle soirée. Si la technologie nous promet que l'amour ne sera plus dans le pré, est-ce qu'elle nous permettra de nous suicider en toute tranquillité ? Écoutez, c'est notre dernière chance, évidemment. Bien entendu. Mais bon, voilà. Merci beaucoup. J'ai pas de son. Oui, très bien. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci beaucoup pour cette intervention ô combien passionnante. Je vous retrouve tout à l'heure à 21h30 avec Jean-Pierre Bibring, donc astrophysicien. On change de registre, mais on reste toujours dans la même thématique. Je ne vous dis pas bienvenue à Gattaca, je vous dis bienvenue au Lazaret. Bon appétit.